Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on va faire l'installation, enfin le téléchargement et la création de la clé bootable pour Proxmox VE. Donc là on est sur la version 9.0. Donc là on va l'ISO installer. Donc bien sûr vous allez sur Download quand vous êtes sur le site de Proxmox. Donc là on voit qu'on peut télécharger le VE, le backup server et le mail avec les différentes datasheets qu'on a là. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà télécharger le VE. Donc tout à l'heure je l'ai fait, donc il est juste là. Donc maintenant on va aller sur Balena Etcher. Hop, donc là je vais vous passer. Alors hop, je vais juste vous partager Balena Etcher direct. Donc voilà, donc là j'ai mis Balena Etcher, donc on va aller récupérer notre fichier qu'on a téléchargé dans notre Proxmox VE 9.0-1 ISO. On va prendre notre target, donc là c'est notre petite... c'est mes disques durs, donc du coup il ne les prendra pas. Notre petite clé USB qui est là, qui fait 8 Go. Hop, voilà. Faire ça. Donc là on va flasher la carte. Donc au niveau des prérequis, généralement voilà, ils vont me dire de prendre comment dire, 4 Go. Donc on aurait dû aller là-dessus. Hop. Donc pour la partie voilà, Proxmox VE, on va regarder après les prérequis qui vont nous mettre sur la machine. Sur la machine sur laquelle on va venir l'installer. Mais en tout cas, au niveau de la clé bootable, voilà, c'est 4 Go qui est demandé. Enfin, 4 Go minimum. Là, nous, on est sur 8 Go, donc on est pas mal. Et l'image, elle fait 1,52 giga, du coup, au niveau de l'ISO. De l'ISO. Alors, on va attendre que le flash se fasse. Les 30. Là, ça va flasher tranquillement. Une fois que ce sera dessus, on pourra discuter du système. Et ensuite, on regardera comment l'implémenter. Donc, dans cette vidéo, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tout ça. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit on arrive à faire le dual boot en gardant du coup le Windows 11 Pro, soit si ça passe pas, bah, du coup ça va être formatage complet du NUC pour pousser du coup Proxmox VE dessus. À voir comment on va pouvoir se débrouiller là-dessus. Après l'avantage, j'aimerais bien faire le dual boot parce que en fait l'avantage c'est que là le Windows 11 qu'il y a dessus, il est installé en dur et du coup il y a une licence qui est dedans. Donc ça peut être pas mal comme de conserver cette licence. Et en plus de ça, c'est que il y a certaines vidéos que je voulais vous montrer sur Windows 11. Bah, en fait, le fait d'avoir une machine sur laquelle je pourrais faire mes vidéos dessus, ça m'arrangerait voilà, d'avoir une machine avec l'OS vraiment installé. Même si je le ferai aussi sur le perso, mais aussi d'avoir une autre machine pour faire des tests sur le Windows 11 qui est dessus, quoi. Parce que ce sera beaucoup plus simple voilà, de faire des sauvegardes de celui-ci que de faire là sur mon PC perso les choses, quoi. Ça, on pourra montrer différentes choses sur Windows 11. ça peut être plutôt cool. Voilà, il valide.
Donc ça va se faire tranquillement. Alors je vérifie juste au niveau. Ok, l'autre machine elle est toujours allumée. Si on est bien. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé Balinature hein, depuis que j'avais pas refait de vidéos sur le Raspberry. J'ai plus trop besoin de flasher mes cartes. Donc au niveau du système voilà, de prérequis, d'exigence. Donc on voit ici qu'il nous indique qu'on va avoir besoin d'un équipement serveur de haute qualité, voilà, pour prendre en charge le clustering, ce qui va signifier du coup que ça peut prendre plusieurs installations Proxmox VE qui peuvent être gérées de manière centralisée avec la fonctionnalité de cluster intégré. Et aussi toute la partie stockage local comme on a pu le voir tout à l'heure. Au niveau du matériel recommandé, donc on nous recommande un Intel 64 ou AMD 64 avec le Intel CPU VT ou bien le AMD V. Au niveau de la mémoire, donc c'est minimum 2 Go pour l'OS et les Proxmox, les services Proxmox VE. Plus de mémoire aussi désignée pour du coup les invités. Et pour la mémoire supplémentaire, Safe et ZFS est nécessaire, qui préconise environ 1 Go de mémoire pour chaque stockage utilisé par terabit. Utilisé du coup. Donc un stockage rapide et redondant, donc avec des meilleurs résultats avec les disques SSD. Un stockage du système d'exploitation, donc avec un RAID matériel, avec des batteries protégées en cache d'écriture BBU ou non-RAID en ZFS et cache SSD. Stockage de la machine virtuelle, donc pour le stockage local, utiliser du coup un RAID matériel avec cache d'écriture rétrogradé à la batterie BBU ou non-RAID en ZFS. Ni ZFS ni CEF ne sont compatibles avec un contrôleur RAID matériel. Le stockage partagé et distribué est également possible. Le NIC GB redondant, donc avec les NIT supplémentaires en fonction de la technologie de stockage préférée et de la configuration du cluster, donc 10 gigabits et plus, est également pris en charge. Et un PCI passe-through par CPU avec l'indicateur VTD ou AMDD nécessaire. Pour l'évaluation, donc voilà, au minimum, c'est un CPU 64 bits Intel 64 ou AMD 64. Au niveau du coup de ça, donc avec la prise en charge de la virtualisation complète de KVM, un minimum de 1 Go de RAM, un disque dur et un seul NIC. Et après, voilà, on a les testing avec les desktop virtualization. Et aussi au niveau des web browsers qui sont supportés. Donc on a bien sûr Firefox, on a Chrome, on a Edge et on a Safari qui sont préconisés pour l'utilisation en web. Et ensuite, on nous indique qu'on peut aussi l'installer sur un système Debian. Donc si on veut l'installer du coup au lancement d'un Debian 64, on va du coup avoir une disposition de partition personnalisée à notifier. Et ensuite, on nous renvoie sur la doc pour l'installation de notre petit Proxmox sur Debian. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à la pratique pour la mise en place de Proxmox VE sur la machine. Donc à présent, on va se retrouver du coup sur le BIOS de la machine. Donc au niveau de ça, donc en fait, a priori, voilà, chaque fois on nous dit que c'est F10, F12. Il y a pas mal de touches. En fait, sur celle-ci, enfin sur cette machine-là, c'est la touche Supr qui permettra d'y accéder. Voilà, donc là on est sur le BIOS, donc voilà, un Bacon Megatrend 5.27 au niveau de notre BIOS avec le core version. Du coup, l'heure, le système, la date et le langage système. En avancée, on va voir donc toute la partie configuration du CPU, qu'on va pas avoir besoin de toucher.
la partie contrôle au niveau power and performance, le threaded computer, NVMe device. Ici, donc là, on a toutes les inventions sur le driver, la partie chipset, là, la partie sécurité, donc avec l'administrateur mot de passe, si on souhaite en mettre un, utilisateur, le secure boot, donc là on voit qu'il est désactivé. Voilà. Et ce qui nous intéresse ici, la partie boot. Donc là on voit que l'option 1, c'est du coup de passer par un disque dur. Donc là, hop, on va remonter la partie USB. C'est toujours un bordel ça pour la remonter comme on veut. Donc lui il est à la bonne place. Voilà. Donc l'USB device en premier, l'hard disk Windows Boot Manager en deuxième, CD DVD Network. Voilà. Là on va. Pourquoi l'hard Johnson. Donc ça, c'est mis en place. Maintenant, on va sauvegarder et quitter. Et après quelques péripéties, hein, j'ai dû me batailler pour pouvoir enfin installer Proxmox. Les Nature, je sais pas, il a galéré à le faire. Donc en fait, je suis passé sur Rufus. Donc c'est pour ça que du coup, à un moment dans la vidéo, vous verrez le Rufus du coup. Donc j'ai téléchargé l'ISO sur la Windows 11. J'ai donc fait les changements dans le BIOS comme on l'avait vu, pour bien dire voilà, qu'on est sur l'USB device. Donc là on a le choix entre du coup l'installation graphique, l'installation en terminal ou les paramètres avancés. Donc là on voit avec des debug mode et ce genre de choses. Non, on peut aller dans l'UEFE firmware setting. Donc il nous permet d'aller dans le BIOS directement. Hop, on va juste faire ça. Donc là il nous met fileboot.phone. Donc là on va passer en graphique. Donc là on a le petit installeur qui se lance. Donc on va le laisser se lancer tranquillement. Donc là on est sur la partie licence. Donc on va l'accepter. Donc le Proxmox Installer va automatiquement partitionner notre disque dur, il va installer tous les packages nécessaires et rendre le système bootable à partir du disque dur. Toutes les partitions existantes et data seront perdues. Donc vérifiez l'installation target, l'automatic hardware detection et le graphical user qui va se mettre en place. Donc next, donc là country, on va mettre France. Type zone Paris, le clavier en français, le mot de passe. Alors, administrateur, password and email address. Donc là, on va donc provisionner le mot de passe root. Il nous faut donc un mot de passe robuste avec au moins 8 caractères et une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles. Ensuite, on devra aussi entrer une adresse mail valide, puisque voilà, pour nous envoyer des alertes importantes de notifications, comme les backups failure ou les événements de haute disponibilité.
Donc là, je vais me connecter donc sur mon générateur de mot de passe. Hop. Donc, on va aller dans domotique. Générer un mot de passe. Proxmox VE. Hop, générer le mot de passe. On va rajouter des symboles. C'est parti. Ah, il m'a sorti un sacré mot de passe. Tac. Bon, celui-là a été un peu trop long. Hop. Ok, alors on va le confirmer. Le grand dénouement. À savoir si on sait pas. Si on s'est pas gouré. Et l'adresse mail. Suivant. Le mot de passe est bon. Alors maintenant, donc le management network configuration. Alors, configuration, vous allez avoir besoin d'une configuration network valide pour accéder à l'interface de management après l'avoir installée. Ok. Donc la gateway et l'adresse. Je vais changer l'adresse IP. Ma gateway elle est en comme ça normalement. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon, ma gateway c'est bien ça. Hop. Ah non. Ah bah attendez. Ça va être Bob.
Ah oui, là, ça va être pour se connecter dessus, normalement. F1, donc ça, de votre serveur, c'est IDR. L'IP adresse de votre gateway ou firewall, donc ça, c'est bon. Le DNS, IP adresse de votre serveur DNS. Ça, c'est bon. Adresse IP non valide. Ah! Hop, et hop. Mais le truc qui s'est pas mis, c'est pour ça. Voilà! Donc merci de confirmer les informations qui s'affichent. Donc name, on a bien Bob, on a bien notre gateway, notre IP, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, automatique reboot after successful installation. Donc là, on lance l'installation. Donc là, il nous parle de la virtualisation plateforme. Oh, ça va assez vite, hein. Il installe toutes les librairies là qu'il faut. En plus de ça, on a une petite visu sur les différentes fonctionnalités apportées par le serveur, hein, bien entendu. Bon, du coup, je pense qu'on a dégagé le Windows 11, hein. Je voulais le garder, mais quand j'ai regardé, en fait, c'était un peu plus chiant de le mettre en dual boot et puis derrière de comment dire, de configurer tout ça. Donc en vrai, tant que je me remette une VM. Je voulais faire deux, trois trucs, mais en fait, je pense que même la VM, ça passera pour faire ce que je veux faire avec. Donc du coup, ouais, c'est pour ça le petit changement. Donc par un moment, voilà, dans ceux qui regardent jusqu'au bout, en fait, à un moment, voilà, je parlerai au début du dual boot et là, je laisse tomber. C'est ça, quand il a mis qu'il fallait, il allait tout supprimer, ça m'arrange. Ça, il va tout nettoyer. Ce qu'on peut dire pendant que ça s'installe, donc du coup, en fait, si vous achetez soit ce modèle-là, soit un avec un OS, vous aurez très peu. Enfin, vous aurez du coup possibilité d'outrepasser la partie Windows 11 préinstallée. Comme on l'a vu, il suffira d'aller dans le BIOS, pardon. Vous changez la partie boot, donc avec la priorité. Vous utilisez Rufus pour faire votre clé bootable avec le Proxmox ISO. Et une fois que c'est fait, du coup, vous pourrez vous connecter directement dessus. Donc là, on voit que ça a été connecté, que ça a été configuré, et donc on va pouvoir donc là, il est en train de redémarrer. Donc il nous dit de retirer le. Et voilà, donc là en fait, ce qu'il fallait faire après, c'est une fois qu'il va redémarrer, en fait, vous, vous risquez d'avoir un message qui va vous mettre comme quoi il est. Enfin, comme quoi en fait, il repasse sur l'écran d'installation. Donc en gros, il faudra juste retourner dans le BIOS. Donc vous avez vu là sur la 27, que j'ai utilisée tout à l'heure. Ensuite, vous mettez comme quoi vous voulez comment dire, euh, passer sur le disque dur. Donc là, le disque dur, c'était marqué Proxmox. Et une fois que ça a été fait, et bien ensuite, vous voyez que là, il a démarré. Donc il nous demande d'aller nous connecter sur l'adresse IP.
qu'on a mentionné dans la configuration tout à l'heure, et en précisant du coup le port nécessaire qui est pris en compte par Proxmox. Donc là, on va aller regarder si ça fonctionne. Donc, hop. Ok, donc là, ce qu'il y a eu, donc on a vu un peu voilà, les différentes petites choses, hein, donc ça je remettrai dans les bonnes pratiques sur le blog et dans la description du coup l'article, vous pourrez vous rendre dessus. Donc ce que j'ai fait également, donc il y avait une, je l'ai pas précisé sur la distinction pour la partie du réseau, donc il y avait une carte en ESP, oui, attendez, ENP normalement, et une en WLP. Donc en gros, c'est simplement voilà, le wireless et puis la partie physique, hein, l'interface physique. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je l'avais laissé en physique. J'ai pas pris la partie Wi-Fi ou inversement. Du coup, j'arrivais pas à me connecter. Donc là, j'ai connecté enfin en Ethernet. Donc ça y est, il est connecté physiquement au niveau de mon Switch, donc ça c'est cool. Donc là, une fois que l'installation s'est faite, eh bien on arrive ici. Donc là on est sur mon réseau. Là, il va nous demander l'username, donc c'est le root. Là on va mettre le mot de passe qu'on a renseigné tout à l'heure. Donc là savoir si on passe par le standard ou si on passe par le VE. Donc là on va passer en français, tranquillement, voilà. On va mettre ça, on va mettre le mot de passe, enregistrer connexion. Donc vous ne possédez aucun abonnement valide pour ce serveur, vous allez consulter pour voir la liste des options possibles. Donc là, voilà, on peut voir ce qu'il y a ici. Donc en fait, ça permet d'accéder au repository Enterprise. Le fait d'avoir le complete feature, le support communautaire là-dessus, le fait de pouvoir mettre des tickets, la partie response time, donc ça pas spécialement besoin, et le remote support via le SSH. Ça c'est pas grave, donc là on va mettre OK. Et donc là, nous sommes sur notre serveur, donc qui nous dit de mettre à jour déjà la base. Ah, mettre à jour la base de données, ça part ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Télécharger. Que. Bizarre ça. Alors on va se balader un peu sur la console rapidement. Donc là on voit les paramètres. qu'on a ici les stockages board. On va pouvoir réinitialiser le utilisateur connecté. Donc là pareil on fera différentes modifications pour le rendre un peu plus solide, on va dire, hein. Ensuite, on a le mot de passe. Donc, le nouveau mot de passe quand on va vouloir faire les changements. On a le TFA. Ça, on le pas. La palette de couleurs, si on veut changer le thème de notre Proxmox. Donc, on va le mettre en dark. La langue, bien entendu. Et la partie des connexions. Donc là, on voit après, on peut créer une VM, créer un conteneur. On a les différents boutons d'aide. On a toute la partie permission qui va être ici. Donc là, on voit pas mal de choses. On a la recherche. On a le résumé. Donc avec l'état de santé. Les invités. Les ressources qui sont utilisées. Donc là, on voit bien, on a 16 Go. On a 3 Go d'utilisés sur les 442 de notre machine. Avec son adresse et... Enfin, son nœud avec son adresse. Des notes qu'on peut mettre dessus. Les grappes de serveur. Le safe. Les options. Donc ça, pareil, on pourra changer chose. Le stockage. La partie sauvegarde. Quand on approche, on va regarder un peu chaque détail. Donc les permissions, on va voir les utilisateurs. La partie jetons. Le double facteur. Code TOTP, le code à usage unique Ubico, intéressant, les clés de récupération et le web authent. Ok,
Je regarde vite fait ce que ça propose. Oui, donc là, du coup, ça serait Authenticator qu'on va utiliser. Les clés de récupération et la YubiKey. Donc les YubiKey prennent en charge également. Ok, donc ça ouais, c'est directement avec YubiKey. Ensuite on a les groupes. Utilisateur on a route. Lui du coup il va falloir qu'on le bride un peu au niveau des permissions. Parce qu'il a accès à un peu trop de choses. Donc voilà, on va le brider, on va lui remettre un mot de passe. On fera les bonnes pratiques du coup avec le fait de le dégager. Enfin, pas le dégager mais le brider. Et derrière avoir avec un mot de passe beaucoup plus robuste et remettre un autre mot de passe sur celui-ci. Pas le 2FA là-dessus. Faut sûrement que j'ajoute après la partie double facteur. Les poules, les rôles. Donc ça pareil on pourra regarder dedans. Les royaumes. La haute disponibilité. Pour l'instant on peut encore le mettre en place. Le SDN avec les zones. Les options, les gestions d'adresse IP, le pare-feu, la partie, enfin là c'est pare-feu VNet et là c'est l'option pare-feu qu'on a ici, le serveur métrique, les correspondances de répertoire et de ressources, les notifications et le support. Donc là déjà on est pas mal, donc on va s'arrêter là-dessus puisqu'on a enfin terminé notre petite installation de ce serveur. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zourbama, j'espère qu'elle vous aura plu. Et dans la prochaine vidéo, on commencera à se balader dans l'interface et potentiellement sur la partie permission. Et ensuite on regardera pour la création d'un conteneur ou bien d'une VM. Et je vous dis, dans une prochaine vidéo, ne pas mettre un commentaire et un j'aime si ça vous a plu. Et à la prochaine.